Bonjour Laurie. Bonjour Jean-Michel. On avait dit que c'était toi qui commençais ? Non, je crois que c'est toi qui as commencé. Ok. Écoutez, je commence par des remerciements. Je suis ravie d'être ici pour la première fois et j'espère que ce n'est pas la dernière. Et je suis ravie de dialoguer avec Jean-Michel sur ce magnifique livre, voilà, la première année. Je disais tout à l'heure entre nous, mais en fait on est entre nous. La différence entre un universitaire et un créateur, c'est que voilà, les objets. Ce matin, Patrick a parlé des objets. Les objets du créateur et les objets de l'universitaire, c'est un peu compliqué. J'ai plein de papiers, j'ai plein de livres, enfin voilà. Écoutez, je voudrais juste commencer par une citation. Il n'y en aura pas beaucoup. Mais une citation que m'a inspiré la conversation de Patrick Boucheron ce matin, je lui en ai parlé tout à l'heure, qui pourrait être une des définitions de la mélancolie. Je ne sais pas si certains étaient à la conversation de Patrick ce matin. Et cette citation se trouve dans un texte de Fitzgerald qui s'appelle « La fêlure ». Et ce matin, Patrick évoquait une phrase de Deleuze, puisqu'il faut aller jusqu'à la fêlure. Voici ce qu'écrit Scott Fitzgerald. « Toute vie est, bien entendu, un processus de démolition. La marque d'une intelligence de premier plan est qu'elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires, sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. On devrait, par exemple, pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidé à les changer. » Donc cette contradiction, cette simultanéité contradictoire, est l'un des points que je rencontre souvent dans ma clinique. Je suis praticienne, je suis psychanalyste. Et donc, quand il s'agit de travailler sur la question du deuil, de la disparition, de l'effacement, il y a souvent des manifestations qu'on pourrait appeler phénoménologiques du deuil, c'est-à-dire on peut entendre je ne veux plus toucher à sa chambre, je veux que les choses restent comme elles étaient, je ne veux pas en parler, ou je veux toujours en parler. Il peut y avoir de la fixité ou de l'effacement, ou bien encore, selon le terme de Jean Alouche, il appelle ça la vivance, l'idée de voir le disparu au coin de la rue. Voilà. Il y a comme ça des émergences, ou bien encore, selon certaines paroles d'analysants ou de patients que je peux avoir, quand j'ai appris sa mort, mon corps s'est déchiré, ou Jean Alouche toujours qui dit quand j'ai appris la mort de ma fille, mon corps s'est brisé en 1000 morceaux de verre. Donc il y a, face à ces traversées et ces expériences subjectives, un discours, aujourd'hui un discours que je dirais un peu courant, qui s'est peu à peu imposé à partir des années 60. C'est Elisabeth Kubler-Ross qui a mis ça en place et qui s'est appelé un discours un peu d'adaptation. Je fais référence un peu à ce que Barbara Stiegler disait dans sa conférence, ou à ce que Pierre Vesperini évoquait du DSM, du manuel des troubles. Donc il y a un discours courant qui s'est un peu imposé, et notamment sur les étapes de deuil. Sans doute que vous en avez entendu parler, ça s'est imposé un peu dans la doxa, dans l'opinion courante. Ça a commencé dans les années 60, ça s'est un peu multiplié. Je vous pose ça parce que, comme je ne suis pas tout à fait de ce courant-là, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je prendrais d'autres biais, donc je préfère le dire avant. Et donc ces étapes, il y en a 5. Le refus de la réalité, ce qu'on appelle aussi le déni. Puis, alors c'est le puis qui est aussi important. Le puis, c'est ensuite, c'est pas le puits dans lequel on tombe, mais c'est le ensuite. Puis la colère, puis encore la tristesse, puis le renoncement, et enfin l'acceptation. Voilà. Donc, on serait censé travailler, puisqu'il s'agit du travail de deuil, selon chacune de ces étapes. Encore une fois, je n'ai rien contre ces discours. Je pense que de toute façon, chacun fait comme il peut lorsqu'il est débordé par le désespoir. Ça, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de recette. Mais je peux simplement dire que dans ma pratique analytique,
eh bien, ça ne se passe pas aussi simplement que ça. Voilà, c'est tout simplement ce que je rencontre au quotidien. Et c'est pour ça que je suis restée plutôt fidèle à la pensée freudienne, à la pensée de Freud, qui dit, en fait, qu'il y a dans le deuil une énigme. Il appelle ça l'énigme du deuil, d'ailleurs, très simplement. Et cette énigme consiste en plusieurs motifs, plusieurs motifs d'incompréhension, en fait, à laquelle il se confronte, bien sûr. D'abord, il insiste sur le caractère douloureux. Voilà. C'est-à-dire que la douleur ressentie face au verdict de la réalité. Il y a une réalité, et pour autant, la douleur peut être, et on en parlera sans doute un peu, pétrifiante. Pétrifiante, c'est-à-dire comme une pierre. Hein. La pétrification, c'est être neutralisé comme une pierre. C'est-à-dire on ne peut plus bouger. Et d'ailleurs, Freud dit très clairement que quand bien même il y a le verdict de la réalité, l'objet perdu, continue de vivre psychiquement. Voilà. Donc là, il y a encore quelque chose qui vient en contradiction. Un autre point que Freud relève, c'est une suspension du temps. Le temps s'arrête. Voilà. Alors même que la mort peut justement être le marquage du temps, c'est-à-dire ça passe, eh bien, précisément, dans la douleur du deuil, dans le deuil, il y a cette suspension, c'est-à-dire ça ne passe pas. Et ça ne cesse pas de ne pas cesser. C'est-à-dire il y a quelque chose qui continue au même endroit. Donc là encore, une neutralisation du mouvement psychique. Une autre énigme pour Freud, c'est ce qu'il va appeler la simultanéité contradictoire. Et là, c'est très intéressant, je pense qu'on en reparlera aussi tout à l'heure. La simultanéité contradictoire, c'est un petit peu ce que dit Fitzgerald. Hein. Je sais bien, c'est un processus de démolition, mais quand même on peut transformer les choses. En tout cas, il ne faut pas cesser d'en avoir l'espoir. Hein. La simultanéité contradictoire pour Freud, c'est, par exemple, lorsqu'il évoque, dans une note de bas de page de l'interprétation des rêves, il évoque ceci, je vous le cite, il dit « À ma grande stupéfaction, un enfant de 10 ans, très intelligent, me dit, après la mort subite de son père, « Je comprends bien que mon père est mort, mais je ne peux pas comprendre pourquoi il ne rentre pas dîner ce soir. » Et donc, il y a là, pour Freud, cette énigme qui consiste à penser que oui, je comprends ça, mais quand même, pourquoi il ne rentre pas ce soir? Et cette simultanéité contradictoire fait partie, évidemment, de ces énigmes. Un autre point que Freud va travailler dans son ouvrage « Deuil et mélancolie », c'est ce qu'il va appeler l'identification au disparu. Alors ça, c'est un mécanisme très, très intéressant. Jean-Michel en parle dans son livre. Enfin, Jean-Michel cite Freud dans son livre. Ce qui est déjà une marque de brio. Et donc... Copier-coller. C'est un copier-coller, mais c'est quand même pas rien qu'un écrivain aille chercher dans Freud des choses qu'il dit 1000 fois mieux par ailleurs. Donc par l'identification au disparu, là, il y a quelque chose où on va commencer à entendre la hantise, le retour des fantômes. Je suis attaquée par une mouche. Le retour des fantômes, la hantise. C'est un point qui est très important. Et dans cette identification au disparu, parfois, il y a des éléments cliniques qu'on peut repérer, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel, qui peuvent être soit des amnésies totales, à l'instar de ce que Georges Perec disait quand il commence son livre sur « Je n'ai pas de souvenir d'enfance ». Donc il peut y avoir des amnésies ou des hypermnésies, mais qui sont en fait toujours des reconstructions d'un passé qui, de toute façon, a été altéré. Voilà. Donc en fait, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, parce que je pratique ce métier,
d'écouter des personnes qui sont dans ces moments-là. Ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que Freud a souvent été pour moi une orientation, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est pas si simple, il y a des éléments qui sont très complexes, et en fait, ce qui m'a beaucoup impressionné dans le livre de Jean-Michel, c'est que j'y ai retrouvé des motifs comme ça, dont je parlerai tout à l'heure, mais des motifs qui peuvent nous donner des éléments de qu'est-ce que c'est que la transformation du deuil et par le deuil. Hein, parce que dans le thème de transformation, de transfiguration, autant pour ce qui intéressait Pierre Vesperini, c'était la question de la forme ou de la figure, autant ce qui m'intéresse dans le métier que j'exerce, c'est la traversée, c'est l'expérience. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à parler de travail de deuil. Je préfère souvent parler d'expérience ou de traversée. Voilà. Il y a une transformation, et cette transformation concerne aussi bien, évidemment, le sujet, enfin, l'endeuillé, que l'objet même de la disparition. Ton regard est une question. C'est comme tu veux. Non, mais bon, on peut peut-être commencer à rebondir. Oui, effectivement, moi, ce qui m'a... Enfin, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, sur ce que tu évoquais, donc du point de vue de l'écrivain, c'est-à-dire que quelqu'un qui a pas beaucoup d'outils pour se confronter à ça, c'est que finalement, moi, je me suis vraiment retrouvé devant la langue. C'est-à-dire que la mort de l'autre, c'est d'abord la coupure du dialogue. On ne peut plus se parler. C'est pour ça que mon livre est la plupart du temps, mon livre est écrit à la deuxième personne du singulier. Parce que je veux continuer le dialogue. Parce que pour moi, c'est ça. Donc ça, c'est un phénomène de langue, en fait, qui permet de se donner l'illusion concrète, parce que la langue, c'est du concret, qu'on peut toujours, on peut continuer à discuter. Donc on peut continuer, en fait, à atteindre l'autre, et être atteint par l'autre. Parce que le dialogue, c'est ça, c'est atteindre et être atteint, quoi, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment un travail d'écrivain, un travail de langue, un travail d'écriture. Et sur cette question du temps, enfin de la nuance que tu poses entre travail de deuil et expérience de deuil, c'est vrai que moi, le travail de deuil, ça me dit rien, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est que le travail, enfin, etc. Mais l'expérience de deuil, oui, parce que l'expérience, c'est quelque chose qui nous touche sans qu'on en ait forcément l'autorité. On n'a pas d'autorité là-dessus. Enfin, moi, je me suis senti vraiment sous l'autorité de la mort, parce qu'on est sous l'autorité de la mort. Et expérience au sens où moi, j'y vois quand même une flèche du temps, donc quand même une temporalité. C'est-à-dire que tout à coup, moi qui ai toujours eu un rapport très, très complexe au temps, particulièrement aiguisé à cette question du temps. Je suis toujours, depuis tout gamin, je compte un tas de choses. Enfin, il y a, dans, etc. Donc j'ai toujours, et encore aujourd'hui, dans mon travail d'écrivain ou d'artiste, enfin, c'est vraiment une question qui m'intéresse, qui fait plus que m'intéresser, qui m'habite, qui me hante peut-être. Mais donc là, l'expérience du temps, elle devient elle est brutale, elle est abrupte, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Mais l'avant et l'après, il se joue sur une seconde, la seconde de la mort. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas quelque chose qui disparaît. Passer de l'adolescence à l'âge adulte, ça prend du temps. C'est pas trop. En musique, on appelle ça un fade-in, un fade-out. C'est-à-dire que les choses se transforment très lentement. On les voit pas, elles sont pas visibles. Ou de l'enfance à l'adolescence, ou voilà, ou des vacances à la fin des vacances. Ça met quelques heures ou quelques jours. En fait, c'est un peu différent. La mort, c'est le coup près, quoi. C'est la peine de mort, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une seconde où la personne est là, la seconde d'après, elle n'est plus là. Donc cette pointe de temps, c'est une microseconde. Enfin, et justement, c'est un temps qui n'existe pas. Parce qu'il y a entre l'avant et l'après, il y a un moment qui n'existe pas, parce qu'il est tellement... Et c'est la question du présent. Le présent, ça n'existe pas. Ce que je viens de dire, c'est déjà du passé. Et ça aussi, etc., etc. Donc on n'est jamais sur la pointe du temps, il y a quelque chose qui nous échappe tout le temps, quoi. Et donc la mort me permettait finalement de m'interroger de manière un peu plus, avec plus d'acuité et plus d'urgence aussi, urgence humaine, enfin ontologique, sur cette question-là. C'est-à-dire sur cette espèce de mouvement incessant où on n'est jamais là. On est toujours absent aussi, quoi, par rapport au temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis cette question du temps. Voilà. Et puis, pour parler plus précisément de ce livre, donc de l'expérience je parle un tout petit peu des quelques jours qui ont précédé le moment de la mort qui est quand même très exploré, et puis l'après, bien sûr, parce que c'est un livre qui raconte la première année de deuil.
quand même, il y a quelque chose moi, qui m'a beaucoup marqué après coup, hein, c'est qu'on on vit une expérience qui est d'une grande banalité. C'est la seule chose dont on soit tous sûrs, hein, c'est qu'on va tous mourir. C'est la seule chose qui soit comment dire, une vérité. Voilà, on va tous mourir. Donc on le sait, c'est banal, tous les jours, il y a plein de gens qui meurent. Enfin, là au moment où je parle, il y a des gens qui sont en train de mourir, etc. Et en même temps, c'est une expérience unique, une expérience inédite, et elle est unique par personne. Moi, j'ai perdu mes parents quelques années plus tôt. C'était pas la même qualité de mort, si je puis m'exprimer ainsi. C'était pas la même. Voilà. Donc, tout à coup, on se dit, ah ben oui, moi aussi. Voilà. Il y a quelque chose qui paraît tout à fait banal, hein, tout à fait. C'est une sorte de tautologie, et en même temps, ça l'est pas. Et c'est là où on se sent. Moi, je me suis senti un peu, on se sent un peu con parce qu'on n'y croit pas. J'imagine toujours, c'est comme quelqu'un qui rêve d'aller au Sahara, et puis il y va à la fin de sa vie, il se dit, ah ouais, c'est quand même, je suis arrivé à y aller, quoi. J'ai vu, hein, j'ai vu ce que l'homme a cru voir, hein, comme disait l'autre. Et ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que ça arrive, ça aussi, c'est-à-dire que la chose arrive, hein. Les choses arrivent, les choses finissent toujours par arriver. Je le dis beaucoup dans le livre, hein. C'est-à-dire que, en plus, il se trouve que donc, ma compagne était malade depuis 5 ans, donc on vit aussi dans cette peur, dans cette crainte, et on repousse tout ça, quoi. On repousse l'idée de la mort. On essaie de la repousser avec ses actes, hein, dans l'accompagnement, etc. Mais on la repousse aussi dans sa tête. On se dit, c'est pas possible, on va pas, voilà, c'est pas moi, pas elle, pas moi, etc. Et puis ça finit par arriver. Donc là, il y a une voie d'eau, c'est-à-dire que là, on est impuissant. On se dit, bah, j'ai raté mon coup, ce que je dis d'ailleurs, hein, c'est que j'ai raté mon coup. Au moment où au moment où je ne devais pas rater mon coup, bah, c'est là où je le rate, quoi. C'est-à-dire que les choses filent, quoi. Et en même temps, non, on rate rien, parce qu'on réussit rien dans ce genre de choses. Les choses adviennent, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, donc j'étais vraiment pris dans ce tissu d'ambiguïté, de paradoxe, qui était tout à fait inédit pour moi, parce que j'avais jamais connu ça. Mes parents, c'est différent. Mes parents étaient âgés, je ne vivais pas avec mes parents. Enfin voilà, le rapport à nos parents, j'ai d'excellents rapports avec mes parents. C'est très différent. Mais là, il y a tout d'un coup un scandale. Hein, voilà. Et ce scandale, je ne peux pas le maîtriser, quoi. Voilà. Là, ce que tu dis et ce qui me paraît tout à fait essentiel, c'est que tu parlais de qualité. On ne vit pas toujours un deuil traumatique. Voilà, c'est très important aussi, parce que parfois on peut être rattrapé par des discours un peu normalisants, voire culpabilisants. Hein, si tu dis, voilà, j'ai perdu mes parents, c'était pas la même chose, c'était pas la même expérience. Et ça... C'est dur à dire, hein, d'ailleurs. Oui. C'est pas facile à dire. Non, bien sûr. Enfin, je sais pas. Mais oui, c'est pas facile à dire. Par rapport à une espèce de morale un peu générale. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, je crois, est très, très important, sur laquelle il faut, je crois, insister. C'est-à-dire que quand on parle d'expérience subjective, un enfant qui perd son poisson rouge parce qu'il s'est noyé, bon, non, mais on peut tout imaginer, quoi. On peut tout imaginer. Non, mais pourquoi pas, après tout, il y en a peut-être qui savent pas nager. Mais... On dit que c'est moi le poète. Hein, c'est pas moi le poète, là. Hein. Mais parfois, on ne peut pas mesurer la douleur que peut avoir cet enfant à la disparition de son petit animal, de son doudou, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que, et là encore, je me réfère à une petite phrase de Freud qui m'a encore une fois beaucoup orientée, c'est que Freud dit très simplement, il dit « on sait qui on perd, mais on ne sait pas ce que l'on perd dans celui qu'on a perdu ». On sait qui on perd, mais on ne sait pas ce que l'on perd. Et on ne sait pas ce que l'on perd dans ce qu'on a perdu, ça fait partie précisément de l'expérience du deuil. Parce qu'on sait très bien, voilà, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu, etc. Mais qu'est-ce que je perds dans cette perte-là? Et ça, c'est aussi très important, parce que c'est parfois ce qui fait la différence entre une déflagration, d'ailleurs c'est le terme... Mais c'est pareil, parce que là, je viens de terminer un livre qui sort l'an prochain, et je parle beaucoup de l'amour, enfin je parle à un moment de l'amour, et c'est un peu pareil pour l'amour, non? On ne sait pas ce qu'on aime quand on aime quelqu'un. Oui. Il y a aussi ces stratégies de détournement, d'illusion, enfin... Alors, absolument. Alors, j'ai moins affaire à des personnes qui viennent me voir... Parce qu'elles sont amoureuses. Parce que... Mais parfois, si, hein, mais parce qu'elles sont heureuses de l'amour et qu'elles me disent, je ne sais pas pourquoi je l'aime, que parfois ça vient après, hein, y a pas de... Mais mon expérience
praticienne et plus en lien avec ça. Bien sûr. Mais pour revenir à ce dont tu parles, donc je ne sais pas ce que je perds, dans ce je ne sais pas ce que je perds, il y a précisément parfois des effets de déflagration, de désintégration. Parce que ce qu'on peut entendre, c'est que dans la disparition de l'autre, dans le deuil, en fait, c'est une double perte. C'est l'autre et c'est moi dans l'autre. Dans l'autre, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que ce qui va me manquer, c'est aussi de ne plus lui manquer. C'est pas simplement qu'il va me manquer, mais c'est aussi le fait que moi, je ne vais plus, à un moment donné, lui manquer. C'est ce que tu dis, justement, dans la nécessité de s'adresser à l'autre. C'est-à-dire, ton livre, c'est, voilà, tu t'adresses, c'est une énonciation à la seconde personne. On continue de... Et il y a une très belle phrase, enfin, si je peux te lire. Oui, bien sûr. Tu dis, il est écrit dans le livre, l'épreuve de l'absence après l'épreuve de la mort, et maintenant. Ta mort m'a désintégré. Il me faut à présent intégrer cette désintégration, me reconstruire avec du déconstruit. Voilà, donc il y a là dans cette désintégration ce qu'on peut appeler, là encore, ce que dans la psychanalyse on appelle une espèce d'hémorragie interne psychique. En fait, on voit l'image de l'hémorragie interne, ou de l'hémorragie. Ça saigne, il faut trouver un garrot, quoi. La difficulté pour l'hémorragie interne psychique, c'est qu'on ne sait pas la nature de ce garrot. On ne sait pas ce qui va venir faire bord dans ce moment de déflagration où tout d'un coup ça va être hémorragique. On ne sait pas, et c'est précisément la question de ces figures de bord, c'est une expression que j'aime beaucoup, c'est une expression de l'historien de l'art qui s'appelle Louis Marin. Il va s'agir à ce moment-là de trouver des figures de bord. Voilà. Qu'est-ce qui va pouvoir faire bord? Alors, à un moment donné, tu parles du monument. Tu parles de ce livre comme monument. Voilà, on fait des monuments aux morts. Voilà, donc il y a des fabriques, des constructions qui permettent justement de créer des figures de bord. Mais chacun dans cette expérience-là, va produire, fabriquer. Oui, bien sûr. Ses propres rituels. Enfin, et ses propres rituels. Il y a un bricolage, quoi. Il y a un bricolage avec la mort. Avec cette fêlure. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est toi qui me fait penser, enfin qui me fait repenser, c'est qu'il y a aussi il y a vraiment des phénomènes très, très étranges, mais il y a aussi une chose, moi, qui m'a beaucoup, je ne sais pas si elles m'ont perturbé, mais en tout cas, oui, qui m'ont beaucoup interrogé, c'est qu'à un moment, dans le moment du deuil, en fait, la seule consolation donc à la mort de l'autre, c'était sa mort, justement. Ouais. Je le dis parce que je dis, en fait, je me rends compte, je ne l'ai pas tout à fait comme ça, mais que ta mort me manque. Enfin, que seule ta mort me console de ta mort. Donc il y a aussi quelque chose d'un peu, alors moi que je qualifie de pervers, mais je sais quand je parle avec un psychanalyste, elle va me dire non, on dit pas ça. Mais en tout cas d'irrationnel, d'un peu irrationnel. Parce que finalement, c'est vrai que on s'installe aussi dans cet état de la mort de l'autre, et finalement cet état devient donc votre état un peu naturel, et cet état naturel en fait vous protège de la mort. Donc il y a aussi quelque chose de très ambigu, un peu comme des poupées gigognes, comme des poupées russes, enfin quelque chose de très... Et ce sont des découvertes que j'ai faites. Et alors je l'ai fait aussi avec l'écriture, parce que en fait ce que j'ai vécu, je l'ai vécu aussi à travers la langue, et d'abord à travers la langue, parce que c'est parce que j'ai écrit ce livre en fait que j'ai ressenti tout ça, enfin en tout cas que j'ai pu le mettre à jour, le mettre au propre, le mettre en lumière, enfin en tout cas le poser, parce que moi je sentais qu'il fallait que je pose les choses. Sinon il y avait une sorte de vaporisation d'un tas de sentiments et de contraires, enfin paradoxaux, etc. Alors que finalement, moi la langue c'est un peu comme une maçonnerie, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois c'est quelque chose qui est dur, qui résiste, c'est un mur, entre moi et le monde. Et en même temps, c'est moi qui vais fabriquer quelque chose, enfin, de l'ordre de la maçonnerie, c'est-à-dire avec une technique, avec des matériaux, donc je vais me bricoler ma propre machine, peut-être pas maçonnerie, mais de la mécanique, on va dire. Et c'est ça qui va me permettre, alors pas d'arraisonner, parce que c'est un terme heideggerien que je n'aime pas beaucoup, mais enfin que j'aime pas beaucoup comment il l'emploie par rapport à la vérité, mais cette espèce d'arraisonnement de tout un tas de choses qui
qui vous emboutissent, etc. Enfin, c'est pas pardon, mais c'est un bordel, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, on est vraiment dans des sentiments très contraires, très nouveaux, très agressants, ou agressifs, mais agressants plutôt. Et donc, et ça, je crois que c'est l'une des vertus de la littérature, en l'écriture, c'est que on va essayer de mettre en forme tout ça, quoi. C'est-à-dire de le poser, parce que quand c'est là, c'est moins. D'ailleurs, je dis aussi quelque part qu'en fait, finalement, la mort. Ah non, c'est pas dans ce livre-là, mais je dis que là, finalement, que la seule chose qui peut nous sauver de la peur de la mort, c'est la mort, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est très compliqué, quoi. C'est très. Et puis moi, je travaille beaucoup sur les paradoxes, sur les syllogismes. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi en termes de rhétorique, hein. Et donc voilà, donc il y a tout un tas de choses qui se produisent et que, en tout cas, ça n'engage que moi, mais moi, il n'y avait que l'écriture qui pouvait calmer ça, quoi. En tout cas, le mettre quelque part, lui donner un statut. Et là, enfin, par rapport à ce que tu dis, ce que je trouve important, c'est comme quand Pérec dit la question n'est pas pourquoi continuer, mais comment continuer. Bien sûr. Et évidemment, c'est plus tant la question du sens, voilà, quelle explication il faut donner, quel sens on peut donner à ça, parce qu'il n'y en a pas. En fait, c'est un hors-sens. C'est bon, voilà, pour arriver à définir ce hors-sens, cette innommable, cette impossibilité, le psychanalyste Jacques Lacan a appelé ça le réel, comme différence avec la réalité. Parce que la réalité, voilà, c'est ce qu'on peut vivre, et il y a la part de subjective, comme on dit, hein, chacun vit sa réalité, pour le dire comme ça. Bon. Et pour justement faire la différence entre cette réalité que chacun peut vivre différemment et quelque chose d'un point qui est impossible, en fait, hein, qui relève de l'impossible, il va dire, voilà, eh bien, la réalité, c'est pas le réel. Et le réel, comme c'est quelque chose qui est innommable, hors sens, hors vérité, eh bien, précisément, il faut pouvoir convoquer tous les mots possibles, ou en tout cas tous les mots ou toutes les fabriques possibles, pour faire paravent à ce réel. Parce qu'en fait, on ne peut pas, c'est comme quand, je crois que c'était La Rochefoucauld qui disait, on ne peut pas regarder en face ni la mort ni le soleil. Ouais, je crois que c'est Stendhal. C'était, en tout cas, c'était La Rochefoucauld, ouais. Le soleil et la mort. Voilà. Parce que Stendhal disait quelque chose d'assez similaire, je pense qu'il a dû s'inspirer. Je ne connaissais pas la phrase de Foucault. Stendhal disait... Pas Foucault, La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, Ouais. non, bien sûr, non, j'avais bien compris. Je suis spécialiste de Foucault, mais enfin, quand même. Et Stendhal disait aussi une chose qui m'a beaucoup marqué, il disait pour regarder le soleil, il faut regarder juste à côté. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est ça, c'est-à-dire, c'est ce C'est qui la paraît. suite, quoi, ouais. Il paraît d'ailleurs que ça s'appelle le principe d'Arago. C'est-à-dire que pour regarder une étoile, et Lacan d'ailleurs en parle, pour regarder une étoile, pour la fixer, il faut regarder un tout petit peu à côté pour pouvoir la voir. Ouais. Hein, il paraît que ça s'appelle le phénomène d'Arago, c'est ça. Hein. Donc, eh bien voilà, c'est-à-dire que comme on ne peut pas regarder ni le soleil ni la mort en face, ça relèverait, comme dirait Lacan, du réel. Eh bien, on va regarder à côté. Et regarder à côté, c'est dans ce déplacement subjectif, ce déplacement, dans le mouvement de ce déplacement, il y a toute la question de la transformation. On donne d'autres formes à cette image ou à cette étoile qu'on ne peut pas voir, mais c'est ce mouvement-là qui fait que et l'objet et la personne qui regarde l'objet se transforment, changent, en fait. C'est dans ce mouvement-là fait bouger les deux. Donc, pourquoi continuer, dit Pérec, ça n'est plus la question, mais c'est comment continuer. Voilà. Comment continuer. Il le dit dans un très beau texte, enfin, qui s'appelle « Je suis né ». Et voilà, il écrit, je ne sais pas si tu connais ce texte, mais j'aime bien. Je suis né le 7-3-36. Combien de dizaines, de centaines de fois ai-je écrit cette phrase? Je n'en sais rien. Je sais que j'ai commencé assez tôt, bien avant que le projet d'une autobiographie se forme. J'en ai fait la matière d'un mauvais roman intitulé « J'avance masqué ». C'est très intéressant, en fait. C'est-à-dire comment chacun va produire, fabriquer un masque qui ne cache pas forcément quelque chose, hein, mais qui se protège de ce que l'on ne peut pas voir, en fait. Ça cache rien. C'est juste un masque, c'est comme un crème solaire, quoi. Enfin, évidemment, c'est moins... Donc j'avance masqué. Cette quasi-impossibilité de continuer, une fois émise ce « Je suis né le 7-3-36 », parce qu'il dit, voilà, j'ai écrit 1000 fois « Je suis né », j'ai commencé cette autobiographie pour faire remonter en moi les souvenirs
de mes parents disparus, dont il, évidemment, ne sait rien, puisqu'ils ont disparu. Et il termine en disant « La question n'est pas pourquoi continuer, ni pourquoi n'arrivais-je pas à continuer, mais comment continuer ?» Autrement dit, je trouve que là, il y a quelque chose, et tu le rappelles, comment remettre du temps dans le temps, comment remettre du mouvement temporel dans un temps qui s'est figé, quoi, puisque c'est le deuxième point que j'avais relevé après le premier point qui était la désintégration, c'était le temps arrêté. Et ça, tu le dis, il est écrit « Ta mort a arrêté le temps ». Désormais, un temps nouveau s'est installé et c'est le temps de notre éloignement, le temps de ta disparition. Et ce sont des temps différents. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un arrêt dans le temps, une fixation du temps voilà. Et l'un des points, et c'est ce que tu dis me semble, c'est que quand on tente de convoquer des objets, le langage, la peinture, la musique, autre chose, la traversée de la Manche en cerf-volant, là, enfin, je ne sais pas comment il a fait, mais dans le cas, voilà, peu importe. C'est-à-dire toutes les stratégies insolites, subjectives, qui permettent d'avancer masqué face à un réel. Je ne connais pas ce monsieur et je ne sais pas qui il est, mais en tout cas, peu importe les stratégies. La question, c'est comment on tient vivant, quoi. Et comment on se soutient vivant. Non, parce que ça rappelle un mot d'Arthur Rimbaud, je crois que c'est dans la saison d'enfer. Et je trouve qu'il a une phrase qui est très forte par rapport aux propos qui nous animent. Il dit, je fixais des vertiges. Ouais. Et le vertige, par définition, c'est quelque chose qui ne se fixe pas. Ouais. Le vertige, c'est quelque chose qui nous échappe, auquel on échappe. Et je fixais des vertiges, c'est peut-être ça, finalement, la vertu de l'art en général, la littérature, mais aussi la peinture, du cinéma, de la musique, etc. Façon de fixer des vertiges. C'est-à-dire qu'à un moment, on les... Alors, est-ce qu'il faut le faire? Ça c'est encore une autre question, mais c'est qu'on met du sens ou on met on territorialise, compris? La suite. Voilà, la suite, ouais. Quelque chose qui, en fait, est hors frontière, qui n'a pas d'espace. Le vertige n'a pas d'espace. Et justement, la littérature, la langue, en fait, permet, pas la langue, enfin, la littérature, la poésie, permet justement c'est du Snapchat, quoi, c'est de la photo, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instantané, au sens photographique. Je reviendrai sur cette histoire de photo, parce que j'ai raconté tout à l'heure à Jean-Michel je ne suis pas mon ordre, mais c'est pas grave. Une vignette, comme on dit, j'aime pas beaucoup ce terme, une vignette clinique, une patiente, enfin une analysante, peu importe, mais un jour, longtemps, me racontait à quel point elle avait été hantée, c'est vraiment sa question de la hantise, c'était vraiment le retour des fantômes, hantée par l'image du Christ. C'était très perturbant pour elle, adolescente, elle se demandait même si c'était pas un appel à une certaine vocation, et elle en parlait beaucoup, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup d'affectation, beaucoup d'affects très débordants pour elle, et elle en parlait souvent, c'était vraiment quelque chose qui revenait dans les séances, et un jour, alors même que je pense qu'elle m'en avait déjà parlé, mais je ne l'avais pas saisi. Un jour, elle me dit, et ça a eu un effet de sens pour elle, ça a été un point de bascule, elle me dit que dans sa chambre, parce qu'elle avait perdu un frère aîné, qui était très important pour elle, donc elle avait perdu ce frère, elle était plutôt jeune, ça avait été plutôt une catastrophe pour la famille, mais elle en parlait un peu, et elle se souvient d'une photo de ce frère qui faisait du skateboard sur une planche, les bras en croix, comme ça, et qui était donc en position en Christ majesté, quoi. Et en fait, cette image est revenue, et je pense vraiment que, je crois qu'elle m'en avait encore une fois déjà parlé, et cette image est revenue, elle s'est entrée, le maintenant est entré dans l'autrefois. Je crois que c'est Patrick qui en a parlé à propos de Walter Benjamin, comment, à un moment donné, il y a une image qui entre dans quelque chose qui est en train de se dire et qui fait immédiatement basculer la personne du côté de, non pas trouver une explication, parce que ce n'était pas la question de trouver une explication, mais comment tout d'un coup cette angoisse
elle pouvait en faire quelque chose d'autre. Voilà, c'était ça l'idée, c'est-à-dire comment cette identification, ou en tout cas cette angoisse, s'était transformée par une espèce de fulgurance d'une image, comme un retour des fantômes. Voilà. Là, elle pouvait voir son fantôme qui devenait un ami. Il ne faut pas avoir peur des fantômes. Hein. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai, c'est-à-dire, faites comme vous voulez, mais si vous en voyez, je crois que c'est important de s'en faire des alliés, des amis. Hein, on dit toujours qu'il faut... mais ces fantômes-là, quand ils rentrent depuis le passé jusque dans un présent en fait, qui n'a pas le temps logique que l'on connaît, eh bien, ces moments-là, ce retour des fantômes, sont parfois des moments alors j'appelle ça déplacement subjectif, mais c'est-à-dire que ça nous met ailleurs que l'endroit de fixité ou de pétrification dans lequel nous met parfois la douleur du deuil, en fait. J'en suis sans voix de cette image, parce que c'est vrai qu'elle est très belle. Mais moi, ça me fait penser, enfin, pour revenir à ce livre, enfin, en tout cas à cette expérience décrite dans ce livre, qu'on est aussi dans des... Enfin, moi, on est dans des bricolages. Je dis quelque part, retour de la superstition, oui. Retour du rituel. C'est-à-dire qu'en fait, on va rebricoler le réel selon ses propres intérêts et ses propres échecs par rapport au réel, ses propres impossibilités. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez étonnant, moi, qui m'a beaucoup marqué, parce que justement, parce que la mort de quelqu'un avec qui on vit, c'est aussi c'est son quotidien qui est attaqué. C'est-à-dire que c'est pas seulement une personne, c'est soi dans son quotidien, c'est-à-dire dans un rythme, dans une temporalité, dans une occupation de l'espace, des espaces, etc. Je parle très bien de mon quartier, oui. Qui est un quartier sans aile, tout à coup, quoi. Donc la réalité se reconfigure tout de suite, immédiatement. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas de temps, elle n'est pas là pour ça. Sauf qu'il faut faire avec, ou il faut faire sans. Mais faire avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement se rebricoler des petites choses, des rituels, je parle vraiment de la superstition, de l'animisme. C'est-à-dire qu'on se met à faire exister des objets inanimés, qui se mettent à avoir une âme, justement. Et tout ça, moi, ça m'a étonné, parce que je suis plutôt quelqu'un de rationaliste, et tout d'un coup, en fait, c'est là où je me suis dit, finalement, tout ça, c'est pas du pipeau, quoi. C'est-à-dire que on peut se moquer, ou on peut hausser les épaules devant des actes de superstition, parfois un peu naïfs, mais sauf que ça peut devenir très fondamental. Ce sont des petites religions de poche, éphémères et de poche, quoi. Et d'autant plus, alors ça là-dessus, il y a des tas d'exemples, et c'est évidemment extrêmement important, et ça d'autant plus que c'est Philippe Ariès qui en parle dans un livre que je trouve très fondamental sur cette question-là, sur L'homme et la mort, où il parle de l'ensauvagement de la mort, c'est-à-dire dans l'invisibilisation des rituels de mort. C'est-à-dire, en fait, il dit, voilà, il y a toute une... où il appelle ça aussi l'ensauvagement de la mort, c'est-à-dire que le fait que, en tout cas, il parle de la France, dans les villes, etc., il y a une forme d'effacement. Ouais. D'effacement des rituels, du collectif, de l'aspect communautaire, et effectivement, eh bien, le sujet est renvoyé à il parle de la mort sale, Ariès, oui. En disant que justement, il faut cacher la mort, et aussi toutes les conséquences chez les autres de la mort. Il y a aussi cette... Et c'est très intéressant, parce que tu parlais des petits rituels, des rituels. Voilà, là encore, hein, les enfants, ils ont leurs rituels, on leur dit rien. Donc, et puis surtout pas. Enfin, pourquoi pas? Alors, c'est pas parce qu'on grandit qu'on arrête d'être un enfant avec des rituels. Hein, d'ailleurs, si c'est le cas, il faut se méfier. Mais donc, par exemple, je me souviens, j'avais travaillé sur ces questions où il y a lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu un épisode, enfin, qui s'est appelé l'histoire du soldat inconnu vivant. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. En fait, très simplement, c'est un type qui revient du front. Il souffre d'une obusite, ça s'appelait comme ça à l'époque, paraît-il, c'est-à-dire qu'il a pris un coup d'éclat d'obus et il est aphasique et amnésique. Et il se retrouve dans un village, près de Rodez, je crois, et donc il ne sait plus qui il est, il ne peut plus dire qui il est. Voilà. Et à ce moment-là, la préfecture, ou je ne sais trop quoi, décide de mettre sa photographie dans le journal local, en disant, voilà, la famille qui est concernée par ce monsieur, que la famille qui est concernée par ce monsieur vienne le chercher, parce qu'il ne sait plus, etc. Donc le journal paraît, le lendemain, il y avait 200 familles qui venaient chercher
qui venaient chercher le monsieur en question. Et donc, la préfecture totalement débordée par cette affaire-là. Et donc, pour faire la sélection, en disant non, mais attendez, apportez-nous des photos, quoi, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Et donc, le lendemain, les 200 familles reviennent avec une photo. Donc, il y en avait avec un petit garçon, un monsieur, un grand-père, un machin, et ils disaient, mais c'est lui. Vous voyez, en fait, c'est lui, quoi. Donc, c'est mon fils, ou c'est mon père, ou c'est mon cousin. Et en fait, il y avait là, et c'est ça que Freud appelle la contradiction, la simultanéité contradictoire. C'est-à-dire que certains, sans doute, savaient que ça n'était pas lui, mais peu importe. C'est-à-dire, c'est pas la question de savoir si c'est vrai ou pas. La question, c'est qu'est-ce qui, à un moment donné, y compris dans ce que Ferenczi appelle les fabriques illusionnaires, les illusions, quoi. Qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que ce monsieur amnésique, etc., peut faire l'objet des conditions de traversée de l'expérience du deuil. Et il y a une famille qui, jusqu'en 1942, donc en fait, ce monsieur s'est appelé ensuite Anthelme Mangin. Vous verrez ça si ça vous intéresse, mais c'est très intéressant. Jusqu'en 1942, une famille a intenté un procès contre je sais pas, l'État ou la préfecture, etc., pour dire l'État n'a pas voulu nous rendre notre disparu, enfin, voilà. Et ce procès, qu'on peut considérer comme un rituel privé, eh bien, cette procédure faisait tenir cette famille. Voilà. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait bien que, pour éviter l'effondrement, que Freud va appeler l'effondrement mélancolique, pour éviter l'effondrement, eh bien, il fallait croire en quelque chose. Même si ça paraissait, heureusement qu'il n'y avait pas de psychiatre et psychanalyste à l'époque, même si ça paraissait délirant. Parce que comme ça, on se dit, mais c'est délirant. Eh bien, en fait, le délire, là, si on isole ce terme, a une fonction pour faire tenir quelque chose. Oui, bien sûr. Oui, mais je crois que c'est propre. Enfin, on le voit bien aujourd'hui. C'est tous les combats. C'est Bourdieu qui parle beaucoup de ça. C'est s'opposer pour exister, ou au contraire être dans la conquête pour exister. Enfin, il y a toujours la question de l'énergie aussi, de l'énergie de vie. C'est la question du fétichiste ou du collectionneur. La même chose. Passe sa vie à chercher le timbre, etc. Il faut surtout pas qu'il le trouve en plus. Oui. Là encore, hein, moi je suis une grande lectrice de Pérec. Quand la dernière pièce du Pulse est trouvée, c'est pas très bien, quoi. Ouais. Donc, je sais pas. Et ben voilà. Donc, alors. À force de parler du temps. À force de parler. Donc, en fait, il y avait cinq grands moments que j'avais repérés. J'en sais plus où j'en suis. Donc, le premier, c'était la question de la désintégration. Le deuxième, c'était la question de la suspension du temps, le temps arrêté. Le troisième, j'en ai un petit peu parlé là, c'était la question de l'identification au disparu. Cette phrase de Freud qui est très belle, hein, qui dit « l'ombre de l'objet est tombée sur le moi ». C'est ce que tu cites, en fait. Oui, que je cite. Hein, l'ombre de l'objet est tombée sur le moi. Voilà. Il y a là, comme sur le moi, l'ombre de l'objet est tombée sur le moi, ça veut dire que, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire, enfin, vous comprenez ce que ça veut dire. Non, mais je ne sais pas le dire plus simplement que ça, c'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de l'ordre d'une absorption par l'ombre. Hein. Alors, l'objet, en fait, c'est, quand Freud dit ça, l'objet, c'est le disparu, hein, et le moi, ça va être le sujet. Je vais dire très simplement. Hein, le sujet est l'objet. Sauf que justement, dans le deuil, il n'y a plus ni objet ni sujet. Parce que, en fait, le moi, par identification, va incorporer le disparu. Et pourquoi Freud dit ça? Et je trouve que c'est intéressant. C'est, en fait, il va l'incorporer pour le laisser vivant, à l'intérieur de lui. Hein, et donc, il va en fait devenir comme un mort-vivant. Et ce que Freud peut dire à un moment donné, relevant de la mélancolie, c'est que cette confusion des frontières entre le sujet et l'objet, ça n'existe plus puisqu'on l'a intégré. Hein. Cette incorporation fait que l'endeuillé va se vivre en disparu. Non pas avec la disparition, mais va se vivre en disparu. Donc il peut y avoir des effets, après des effets symptomatiques, enfin, pas forcément entrer là-dedans, mais... et tout ce moment-là, c'est peut-être même ce que
Patrick Boucheron évoquait ce matin, c'est le moment de la fêlure. C'est le moment où il faut aller jusqu'au plus loin de la fêlure. Et aller au plus loin de la fêlure pour qu'à un moment donné, on se ressaisisse de ça. C'est-à-dire qu'aller au plus loin, c'est ce que Deleuze, cité par Patrick ce matin, disait, c'est aller au plus loin de la décomposition. Voilà. C'est-à-dire au plus loin de la fêlure. Et pour Freud, la mélancolie, c'est cet endroit de la fêlure. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de fuir ça. Il faut aller jusqu'au plus loin pour qu'à un moment donné, le sujet et l'objet se reséparent. Voilà. Mais on ne peut pas ne pas vivre le fait de cette fusion ou confusion du sujet et de l'objet. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair, mais en tout c'est mieux déjà. Bon, voilà, c'est déjà mieux. Mais voilà. Et ça, voilà, ça c'est la question du moi et de l'objet. 4e point, c'est parler. 121, la page 121, où tu dis... Parce qu'en fait, c'est ça qui est formidable dans ce livre, c'est que j'y ai repéré, mais c'est moi qui l'ai fait, hein, après, vraiment un processus, quoi. Hein, la désintégration, le temps arrêté, l'identification, le moment de la nécessité de parler, et enfin, le 5e moment de la cicatrice, j'y reviendrai, tu dis, voilà, il est écrit dans le livre, liquider mon traumatisme en le racontant pour lui donner forme, pour lui donner langue. Je crois que tu l'as beaucoup évoqué. Mais là encore, et là c'est la clinicienne qui parle, il ne peut pas y avoir d'injonction à parler. Voilà, ça, je crois que, enfin, en tout cas, je pense que ça peut être parfois traumatogène. Je sais pas si, enfin, ça peut faire encore plus traumatisme, hein, si on enjoint quelqu'un à dire bon, alors, ok, maintenant, il est temps. Eh bien, voilà, c'est parler d'une forme. C'est pour ça que le temps du deuil ou l'expérience du deuil, ces étapes-là sont compliquées, quoi. Ouais, enfin, les étapes dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, parce qu'il n'y a pas de, c'est pas chronométré. C'est intéressant ce que tu dis parce que d'ailleurs, non, je parle pas de ça dans le livre. Mais donc j'ai vécu cette expérience avec ma fille qui avait 22 ans à l'époque. Et moi, j'avais besoin, comme je dis dans le livre, j'avais vraiment besoin de me purger. Je racontais ça à un chauffeur de taxi, à ma boulangère, enfin, là, à chaque fois, l'instant de la mort, aucun intérêt pour les gens qui n'avaient pas connu la mort. Cette espèce et je sentais que j'étais ridicule. Et après, j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté aussi, donc à la faveur de ce livre, il y a des gens aussi qui sont dans des dédicaces, qui m'ont raconté ce que moi je racontais, enfin, qui m'ont raconté la mort de leur épouse, de leur époux, de leur frère, de leur père, etc. Et donc, évidemment, il y a un décalage, parce que, évidemment, entre l'émetteur et le récepteur ne sont pas au même endroit, donc il y a forcément un décalage. Donc moi, j'avais besoin de me purger de ça, de faire langue, et ma fille, au contraire, n'en parlait pas. Oui, oui. Et encore aujourd'hui, bon, là, aujourd'hui, les choses s'éloignent, parce que tout passe, enfin, tout finit par s'éloigner. Finalement, le choc est amorti. Mais je sais que je lui ai conseillé de consulter, d'aller voir un psy, après. Je lui ai dit, ça serait bien, ça s'appelle Fiona, sorte un peu tout ça, que tu parles. Et elle revenait, elle me disait, écoute, je vais plus y aller parce que je sais pas quoi lui dire. Ben oui. Et elle n'en parlait pas. Et moi, entre une petite anecdote, elle a voyagé en Amérique du Sud il y a 2 ans, et elle a vécu 1 mois avec un garçon, un Français, que j'ai croisé l'autre jour, qui est venu à la maison pour faire des travaux, parce que je suis pas du tout bricoleur. Et donc, à un moment, donc on a parlé de ça, et je lui ai dit, bah oui, parce que tu sais, comme maman de Fiona est morte, il dit, ah bon, je savais pas. Elle a passé 1 mois avec ce garçon en voyage en plus, donc il y a quelque chose. Oui, oui. Donc elle lui a pas dit que ça en était mort, donc voilà. Alors que moi, je l'aurais dit 1000 fois, quoi, je pense. Ouais. Et ça, C'est 2 points de vue, il n'y a pas de hiérarchie de valeur. Hein, parce que, par exemple, quand tu dis, voilà, je voulais qu'elle aille consulter pour en parler, ben, d'abord... Ça a fait long feu, en fait. Oui, elle est allée 4 fois. D'abord, quand c'est une demande des parents, c'est toujours un peu compliqué. Oui, non, mais bien sûr. Mais en plus... C'est une suggestion. Oui, c'est pire. Et le dernier point donc, que j'ai trouvé, voilà, le dernier point, c'est la question de la cicatrice à vie. Donc, page 161, voilà, cette phrase. Chagrin, longtemps, mélancolie, toujours,
cicatrice à vie. Et là, je trouve que là, c'est quelque chose qui, moi, je trouve très fondamental, c'est que lorsqu'on est dans des discours de réparation, consolation, là encore, c'est vouloir effacer les traces. Or, les traces sont constitutives, évidemment, et la cicatrice, elle se transforme aussi. Mais c'est important qu'elle reste visible. Mmh. Et là encore, puisqu'on a parlé de rituels, parce qu'à un moment dans ton livre, tu parles de certains rituels, et notamment tu fais référence à un rituel dans le deuil juif, où il s'agit de mettre un drap sur les miroirs, ouais. Pour éviter... Bon, voilà, je ne suis pas très compétente dans ces choses-là, mais en tout cas, il y a un autre rituel qui, moi, m'a beaucoup intéressée en lien avec la question de la cicatrice, c'est ce qui s'appelle la kéria. La kéria, dans les rituels juifs du deuil, c'est au moment de la mort des parents ou des proches, donc avec un investissement de l'objet, donc de l'autre, hein, c'est d'entamer, de déchirer la chemise et d'attendre, vraiment de faire une entame, c'est-à-dire c'est de déchirer le tissu, texte, etc. Et au bout de 7 jours, ou je crois que pour les parents c'est 30 jours, enfin au bout d'un certain nombre de jours, il faut recoudre. Et ça s'appelle la reprise. Et cette reprise, il s'agit qu'elle reste visible. C'est-à-dire que la chemise de deuil, eh bien, on doit la porter avec ce qui a fait trace, voilà, avec ce qui fait cicatrice. Et je crois que ça aussi c'est très important parce que quand Ariès parle de l'effacement des traces, des morts qu'on ne veut pas voir, des stigmates, de la souffrance qu'on ne doit plus porter parce qu'il faut passer à autre chose. Bon, allez, le temps passe, passons à autre chose. Passer à autre chose, si on passe à autre chose sans cette cicatrice, hein, eh bien, paradoxalement, on ne passe pas à autre chose. Voilà. Donc, je trouvais que quand tu disais tristesse longtemps, mélancolie toujours, cicatrice à vie, je trouve que là, il y a quelque chose que tu mets en perspective. Et puis, une fois de plus, pour revenir au livre, pour revenir à l'objet livre, la présence du livre, c'est que finalement, de l'avoir écrit, c'est d'avoir conservé la trace aussi, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai aussi un peu écrit dans cette logique. Alors, évidemment, c'est jamais programmatique, hein, c'est pas comme ça que ça se fait, il n'y a pas d'intention. Surtout dans un livre pareil, commencer à l'écrire, ça m'a échappé, vraiment ça m'a échappé, comme on peut dire qu'un mot vous a échappé. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai vraiment eu besoin de consigner tout ça, c'est-à-dire de m'en souvenir. Parce que les choses, tout finit par passer, hein, mais j'avais vraiment besoin je dis ça, il faut que je le note, quoi. Il faut vraiment que je le... Moi, je parle souvent du voyage. Je dis c'était un voyage, d'abord le voyage dans le cancer, parce qu'il y a le monde d'un cancer, vous l'avez peut-être compris. Donc ce voyage donc, du rapport à la maladie, du rapport au corps, du rapport aussi au temps, etc. Du rapport à l'autorité médicale, à l'autorité scientifique, au savoir, un savoir qui vous échappe, donc finalement qui vous capture, qui capture le corps, qui est le pouvoir médical, quoi, des choses très... Voilà. Mais c'est le voyage après, quoi. Donc le voyage de la première année. Et il fallait vraiment que je le note. Donc c'est vraiment aussi un livre. Je crois qu'il y a beaucoup de livres qui sont égoïstes, mais celui-là, il est particulièrement égoïste. C'est-à-dire, je l'ai vraiment écrit pour moi, quoi, d'abord. C'est-à-dire pas du tout pour en faire une sorte de mémoire pour mes petits enfants, mais pour moi, quoi. C'est-à-dire que vraiment de consigner les choses, quoi. Moi, j'aurais juste j'ai commencé par une citation de Fitzgerald, je voudrais terminer par une citation de Paul Audy, qui est je ne veux pas dire que c'est un des fantômes de la grâce, je pense qu'il le prendrait mal, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et dans un livre qui est publié chez Verdier, un très beau livre que je vous conseille, qui s'appelle Créer, Paul Audy écrit l'antonyme de vivre n'est pas mourir, mais créer. Voilà, je voulais juste vous conseiller d'acheter le livre de Paul. Et évidemment, je pense que je crois que j'en ai un peu parlé de Jean-Michel Espitalier, La première année, qui est un livre absolument une pierre précieuse sur la question de la traversée du deuil.
Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire en tout cas. Merci. Merci à toi. Merci à toi.